Bonjour, merci. Donc, pour ceux qui ont l'ancien programme, je ne suis pas Martial Bernoux, je suis donc Lydie Lardy. Ceci dit, cet exposé a été préparé en collaboration avec Martial, qui est heureusement pour lui, à Cancun, à la conférence internationale sur la désertification. Donc, j'aurais bien échangé ma place avec lui, mais bon, voilà. Donc, Martial avait prévu de vous parler de bilan carbone, donc j'ai suivi cette idée, mais en préambule, je voudrais juste dire que, bon, je prononcerai peut-être pas beaucoup les mots biodiversité, donc j'espère que ça ne va pas vous endormir, vous allez rester malgré ça éveillés. Dans notre UMR, on s'intéresse aux pratiques agroécologiques qui sont capables de proposer un compromis entre la production primaire et d'autres services écosystémiques. Alors je ne sais pas si tout le monde a connaissance de la façon dont on est organisé. On est organisé non pas en équipe mais en axes thématiques, et on a 3 axes thématiques plus un axe transversal qui est celui de la modélisation. Donc j'aurais pu vous présenter des activités liées à l'axe sol et activités et réseaux biologiques. Mais j'ai cru comprendre que ça sera peut-être l'objet d'une prochaine réunion sur nutriments et intensification écologique. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du carbone et des changements globaux. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu souvent l'occasion d'entendre dans les activités éco et sol, parce que je pense que l'essentiel des exposés que vous avez pu avoir de l'unité était surtout orienté sur le premier thème. Donc, en préambule, donc ces bilans carbone qu'on peut dresser, ou cette comptabilité carbone, cette problématique, elle est à mettre en parallèle avec une autre problématique qui est celle de l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est sans doute une image que vous connaissez, qui montre l'augmentation des gaz à effet de serre, notamment du CO2, du méthane et du protoxyde d'azote depuis l'ère industrielle. Autre chose que je voudrais dire en préambule, c'est que donc on va parler de bilan carbone. J'avais mis comptabilité carbone entre guillemets parce que ça ne touche pas uniquement le carbone, ça touche aussi le cycle de l'azote à travers le protoxyde d'azote. Donc pour pouvoir comparer ces 3 gaz, il faut un référencement, une méthode de comparaison, et donc il s'agit du pouvoir de réchauffement global sur 100 ans. Avec comme référence le CO2 qui aura une valeur de 1, et puis comparativement on dira qu'une molécule de méthane est capable de réchauffer 21 fois plus qu'une molécule de CO2 et plus de 300 fois pour l'N2O. Ce sont les valeurs adoptées au début de la mise en place du protocole de Kyoto. Elles ont un peu évolué depuis, mais c'est juste pour vous donner un peu un ordre de grandeur et une méthode de calcul. Donc, s'agissant de comptabilité carbone, on parlera plutôt d'équivalent CO2 ou d'équivalent carbone contenu dans le CO2 plutôt que de carbone à proprement parler. Et donc, on multiplie la quantité de ces gaz à effet de serre par respectivement leur potentiel de réchauffement global sur 100 ans. Donc, le cadre général de cette taxe thématique carbone et changements globaux, c'est celui de la Convention climat, avec l'objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche une perturbation dangereuse du système climatique. Donc, il s'agit de diminuer les sources de ces gaz à effet de serre et d'en augmenter les puits. Alors, autre petite diapo d'introduction. Concernant donc les sols, qui est l'objet qui nous intéresse, quel est le secteur concerné par les sols? Eh bien, c'est celui de l'agriculture et des forêts. Hein, si on prend le vocabulaire du GIEC, hein, de l'IPCC, du groupe d'experts internationaux pour l'évolution du climat. La contribution de ce secteur, agriculture-forêt, elle est environ d'un quart par rapport à l'ensemble des gaz émis par tout secteur confondu, à savoir l'énergie, le transport, la construction et l'industrie. Et pour ce qui est de l'agriculture à proprement parler, parce que ce secteur, on a agriculture, forêt et changement d'usage.
Donc pour l'agriculture à proprement parler, on a environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre qui sont issues du secteur des activités agricoles. Donc si on prend la moyenne sur la période 2000-2010, on a en moyenne 5 à 5,8 milliards de tonnes équivalent CO2 émis par les activités agricoles. Et puis l'autre moitié, un peu moins de la moitié, est émis par le changement d'usage des terres et essentiellement la déforestation. Alors, toujours si on se base sur la dernière décennie, ce secteur représente environ au moins 10% du CO2 émis. Au moins parce qu'il y a plein de, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais il y a plein d'incertitudes par rapport à cette valeur, mais c'est au moins 10%. Et puis, concernant le méthane, ce secteur représente environ 50% des émissions d'origine anthropique et 60% pour ce qui est du N2O. Donc c'est un secteur qui est d'importance par rapport à l'émission de ces gaz à effet de serre et au bilan carbone qu'on peut en dresser. L'autre chose, c'est que ces approches du GIEC, il n'y a pas dans les approches du GIEC d'approche centrée sur les sols. C'est par secteur d'activité. Donc, c'est un peu difficile à quantifier. On a malgré tout quelques valeurs. Ce qu'il faut retenir on va voir le CO2 après, ce qu'il faut retenir pour le CH4, c'est que les sols sont globalement un puits de CH4. Donc, vont soustraire du CH4 à l'atmosphère. Et on a des valeurs qui sont en moyenne de 28 milliards de tonnes de CH4 par an sur la période 2000-2009, avec, vous voyez, un gros écart type, puisqu'on va de moins 9 à moins 47. Et pour le N2O, jusqu'à récemment, les sols étaient considérés comme une source de N2O, capable d'émettre en végétation naturelle jusqu'à 6,6 milliards de tonnes de N2O par an et aux environs de 4 pour le secteur agricole. Je dis jusqu'à récemment parce que suite aux travaux que j'ai pu développer avec les collègues de l'équipe, on s'est aperçu qu'on avait dans les sols souvent des valeurs très négatives de N2O. Et la fréquence de ces valeurs et l'intensité de ces valeurs nous ont amené à penser que ce n'étaient peut-être pas des artefacts techniques ou analytiques et qu'il se passait réellement quelque chose en termes de puits. Donc, suite à ces observations, on a fait une revue de la littérature et puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à avoir observé ces valeurs négatives et on a essayé de quantifier un petit peu l'ordre de grandeur de cette fonction puits qui pouvait intervenir. C'est quoi une valeur négative de quelque chose qui est normalement entre 0 et l'infini? C'est par rapport à la quantité. C'est par rapport à la quantité qui se trouve dans l'atmosphère. Donc une valeur négative, ça veut dire que ça va soustraire par rapport aux concentrations atmosphériques. Donc c'est cette notion de source et de puits. La concentration n'est pas négative. Non, la concentration n'est pas négative. Et donc, si vous voulez, depuis ces travaux-là, on a une reconnaissance de cette fonction puits, même si elle est encore à caractériser, et notamment quelles sont les conditions dans lesquelles elle apparaît. Donc ici, si je voudrais essayer de... Alors je ne sais pas, peut-être vous êtes déjà familier de cette problématique, mais je voudrais juste réinsister sur l'importance du compartiment sol dans toute cette problématique d'atténuation des gaz à effet de serre. Donc si on repart de ce qu'on connaît au niveau global en termes d'émissions, le secteur industrie, combustion d'énergie fossile, etc. Va nous apporter 8,6 milliards de tonnes d'émissions. La déforestation 0,8. Et dans l'atmosphère, on va retrouver une valeur de 4,3. Donc on a bien une fonction de puits, plusieurs fonctions de puits quelque part. La première fonction de puits, c'est l'océan. L'océan va être capable d'absorber ce CO2
de l'atmosphère, donc avec tous les problèmes d'acidification qu'on peut avoir consécutivement à ça. Donc ce n'est pas vraiment un puits sur lequel on peut essayer de jouer, qui peut servir de levier, puisqu'on augmenterait d'autres problèmes en jouant là-dessus. L'autre puits, ce sont les écosystèmes terrestres, avec une estimation qui est bouclée simplement par différence. Et ces écosystèmes terrestres, en fait, cette fonction puits, elle se développe au travers de la différence qu'on peut avoir entre deux grands flux, qui sont la photosynthèse et puis la respiration. Donc la respiration, que ce soit la respiration autotrophe ou hétérotrophe. Et on estime que la part des sols dans cette respiration, elle est de l'ordre de 40 à 60%. Donc en fait, si on revient sur les stocks, dans l'atmosphère, on va avoir 830 milliards de tonnes CO2. La végétation va être capable de stocker entre 450 et 650. Et dans les sols, on a un fort compartiment qui varie entre 1500 et 2400 sur le premier mètre. Et si l'on considère les 30 premiers centimètres de sol, on aura un stock aux environs de 800 milliards de tonnes de CO2. Alors, pourquoi c'est important ce stock? Et est-ce que je vais essayer peut-être par un calcul vraiment très simpliste pour le coup, de vous montrer l'importance de ce stock et de ce compartiment sol vis-à-vis de cette problématique de gaz à effet de serre. Si on se dit qu'on n'utilise pas bien nos sols et on va déstocker du carbone qui est dans les sols, donc si par exemple on dit qu'on perd 0,3% de carbone par an, donc ce qui équivaut à 2,6 milliards de tonnes, qu'est-ce qui se passe? On est capable, par cette mauvaise utilisation, d'annuler la fonction puits de l'écosystème terrestre et puis donc d'émettre un peu plus de CO2 vers l'atmosphère. A contrario, si on est capable de bien gérer nos sols pour stocker un peu plus de carbone dans ces sols, eh bien, alors par exemple 0,5%, qu'est-ce qui se passe? On va augmenter donc cette fonction puits de l'écosystème terrestre et, alors c'est très simpliste, hein, on serait capable d'annuler les émissions annuelles de CO2 vers l'atmosphère. Donc maintenant, ça c'est ce calcul simpliste, si je le pousse à l'extrême pour le coup, et que je dis que c'est 800 gigatonnes de carbone sur 30 cm en surface, les sols ont une densité moyenne de 1,25 g par centimètre carré, donc petit calcul, j'aurai un stock moyen de 25,6 tonnes de carbone par hectare. Donc si je fais un changement d'échelle, je vous accorde que c'est très grossier hein, comme changement d'échelle. Dans ce cas-là, une variation du stock, comme j'en ai fait le test tout de suite, entre moins 0,3 et plus 0,5, nous conduirait, si on ramène cela en kilos de carbone à l'hectare, à une variation allant de moins 80 à 130 kilos de carbone par hectare. Alors, est-ce que ces valeurs-là, c'est quelque chose qu'on peut atteindre? Est-ce que c'est possible? Alors, il y a plusieurs exemples. Je vous ai pris celui-ci. Il y a une autre étude qui a été réalisée par l'INRA sur les sols français en étudiant, par exemple, des pratiques de non-labour et de meilleure utilisation des résidus de récolte, etc., qui montrent comment ces pratiques-là sont capables de séquestrer du carbone. Ici, vous avez une étude réalisée par la Banque mondiale qui montre comment les rotations culturales sont capables d'influer sur le stockage de carbone dans le sol. Et alors sans rentrer dans les détails, vous voyez ici que les ordres de grandeur de ce qu'on est capable de séquestrer en kilos de carbone par hectare et par an sont supérieurs à ce qu'il nous faudrait pour annuler cette émission de CO2 vers l'atmosphère et mieux stocker le carbone dans le sol. Donc ça, c'est
très imagé, très simpliste. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'en influence sur la pratique culturale, on est capable de stocker un peu plus de carbone dans le sol. Et dans cette étude de la Banque mondiale, il est montré également que la plupart de ce potentiel de séquestration est détenu par les pays du Sud. Alors, maintenant, en 5 minutes, si je rentre un petit peu dans la méthodologie de comment dresser ces bilans, oui, 5 minutes. C'est assez complexe. L'IPCC, donc le GIEC, donne des lignes directrices pour doser tous les flux et tous les stocks dans un agrosystème. Donc il s'agit de quantifier à la fois le CO2, le CH4 et le N2O et de rapporter ce CH4 et ce N2O en équivalent CO2 pour dresser un bilan sur la base du carbone. Si on se place, alors je vais pas rentrer dans le détail, ce qu'il faudrait pour le carbone, on raisonne non pas en flux, on ne va pas mesurer des flux de CH4 ou des flux de CO2, on va mesurer les flux de CH4, pardon, mais pas les flux de CO2. Pour le CO2, on va raisonner en termes de bilan de masse, parce que c'est bien trop compliqué avec tous les flux de CO2 qu'on a dans les différents compartiments de l'agrosystème d'avoir quelque chose relativement réaliste. Donc on va raisonner en flux de masse. Et puis, on va quantifier à la fois le carbone contenu dans la biomasse végétale, dans les racines, dans le bois mort, dans la litière et dans le carbone du sol. Dans les agrosystèmes, ce compartiment sol est très important relativement aux autres. Et on va le quantifier en déterminant les teneurs, le stock de carbone sur un horizon qui, à minima, fera 30 cm. L'IPCC, le GIEC recommande d'aller même plus bas, mais en général, on se contente des 30 premiers centimètres, sur un pas de temps suffisamment important pour avoir une idée de ce stockage issu d'une pratique agricole vis-à-vis d'une autre. Donc, c'est en général des quantifications qui doivent porter sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc, on va estimer les émissions de CO2 par bilan de masse. Donc, en fait, tout ce qui n'est pas stocké sous forme de carbone dans le sol sera émis sous la forme CO2. Donc, alors, si on prend un stock de carbone dans un sol agricole et qu'on apporte, par exemple, 100 kg d'azote à l'hectare, vous aurez, par le jeu d'une augmentation de la productivité primaire, de restitution des résidus de récolte, etc., vous aurez une augmentation du stock de carbone. Mais vous aurez aussi potentiellement une émission de N2O due à cet apport d'intrants azotés. Alors, l'IPCC donne une valeur de 1% comme facteur d'émission. C'est perfectible comme mesure. Souvent, dans les systèmes à base intrants, cette valeur-là, elle est surévaluée. Bon, enfin, pour imager le discours, si on prend cette valeur de 1%, ici, il faut qu'on... Si on fait le calcul, par rapport à ces 1%, donc on a 1% de ces 100 kg d'azote par hectare qui sont émis sous la forme de N2O. Donc si on fait un calcul en prenant les masses moléculaires et le potentiel de réchauffement climatique, on arrive à un équivalent CO2 qu'on peut ensuite convertir en équivalent carbone contenu dans le CO2. Et on se rend compte que cet apport d'azote provoque une émission de N2O qui est équivalente à 132 carbone équivalent par hectare et par an. Ça veut dire que malgré l'augmentation de stock de carbone que l'on a ici, il faut que cette augmentation de carbone ici soit supérieure à 132 kg carbone équivalent par hectare et par an pour que cette pratique culturelle, tenant compte à la fois du CO2 et du N2O, soit considérée comme une pratique séquestrante. Donc juste pour vous dire que ce bilan carbone, ce n'est pas uniquement basé sur le cycle du carbone, c'est aussi basé sur le cycle de l'azote, et que les deux sont à prendre en considération. Donc nous, notre objectif, c'est de
une partie de l'objectif de cet axe thématique, c'est de quantifier ces bilans carbone dans des pratiques qui, par ailleurs, sont efficaces pour soutenir ou augmenter la production primaire, puisque donc il s'agit là d'avoir un compromis entre la production primaire et puis la séquestration du carbone. Voilà. J'avais aussi d'autres diapos que j'ai enlevés parce que je me suis dit que ça allait être un peu long. Juste pour vous signaler, vous rappeler que cette année est l'année internationale des sols. Donc il y a, je l'espère, et il y aura beaucoup de... Voilà. Merci. Les sols sont des sources de CH4, les sols inondés, quand on a méthanogénèse. Mais globalement, lorsqu'on prend, pour ce qui est des sols agricoles, si on prend, parce que là on est sur le secteur agriculture, hein, voilà. Si on prend les sols agricoles, globalement c'est des puits, si on fait là en flux net. Après, moi je ne suis pas une spécialiste des chiffres du GIEC, je ne sais pas répondre à ta question. Je ne peux pas te dire si le GIEC a sans doute pris en compte dans ses estimations globales le réchauffement climatique et le départ de CH4 des permafrosts, mais là je suis sur le secteur agricole et sur les agro-systèmes. Tu as fait une division globale par nombre d'hectares, donc c'est vrai qu'il y a de telles variations. Non, mais c'est très grossier hein, comme calcul. Hein. C'était surtout pour vous illustrer de l'importance de ce compartiment. Alors, au niveau des gaz à effet de serre, dans notre équipe, là, on est aux échelles de quantification, d'inventaire, hein, de bilan carbone, mais on a aussi des collègues qui travaillent au niveau des processus d'émission. Voilà, à cheval entre les deux axes thématiques que j'ai présentés au début.